Je m'appelle Vincent Cespedes, j'ai 38 ans. J'ai fait des études de philosophie passionnément. J'ai fait en parallèle des études de musique et de composition. Et mes deux passions, c'était ça, c'était la musique et la philosophie. Là, c'est la philosophie vraiment qui devient mon métier. Donc j'ai écrit plusieurs essais, une quinzaine, sur les violences urbaines, sur la politique, sur l'amour, sur le bonheur, le sens de la vie. Voilà, j'essaie de concilier une philosophie exigeante qui essaie de faire un peu avancer les questions du moment avec quelque chose d'abordable aussi. Je veux vraiment que tout le monde puisse s'emparer de la philosophie. La philosophie, c'est l'art de se poser des questions et de ne pas se contenter des premières réponses. Donc de toujours relancer les questions. Et c'est pour moi l'exercice même de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que je suis intelligent, ça veut dire que l'exercice de la philosophie rend intelligent quiconque. Parce que la bêtise commence quand on se satisfait des réponses qu'on nous donne, quand on est content des réponses. Et si le monde marche comme ça, la science n'aurait pas avancé. La science, c'est justement toujours pousser plus loin le questionnement. Si on fonctionne en se contentant des réponses, le progrès n'aurait pas existé. Tout le monde se serait contenté de l'état des choses, l'état de fait. Et c'est une sorte de paresse intellectuelle que la philosophie combat. Donc la philosophie, c'est le sport intellectuel, c'est l'art martial intellectuel qui consiste à ne jamais prendre les réponses du monde ou les réponses des autres comme une certitude absolue. Toujours mettre un point d'interrogation dans les réponses. Voilà, c'est l'art du point d'interrogation. Alors, on pourrait croire que c'est douter de tout et que du coup, on ne sait pas quoi faire dans la vie, mais pas du tout. Au contraire, on doute, mais c'est pas un doute qui nous immobilise, c'est un doute qui nous fait rechercher plus loin, un peu comme un journaliste, mène une enquête. Donc, c'est un doute qui nous fait agir de plus en plus précisément, nous fait penser de plus en plus lucidement. Donc, c'est pas du tout se prendre la tête tout le temps et se poser des questions tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est une vision un peu simpliste de la philosophie. Après, il faut évidemment connaître en profondeur les grandes théories de l'époque, les idéologies de l'époque, les grands courants intellectuels de pensée. Donc ça, c'est un gros travail, ça nécessite des lectures, ça nécessite de se tenir au courant des grands débats d'idées de l'époque. Et donc, moi, j'ai été éditeur chez Larousse, où j'ai eu plusieurs philosophes sous ma coupe pour les pousser à penser jusqu'au bout leurs idées de base. Et puis j'interviens beaucoup dans les médias, en France notamment. Je fais partie de ceux qui interviennent dans les débats d'actualité. Donc voilà, TADI, vous connaissez un peu les émissions françaises, c'est dans le mot croisé. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est un autre art. C'est pas l'art de se poser des questions, c'est l'art de répondre par rapport à là où on est arrivé dans sa pensée, avec des gens qui pensent pas du tout comme vous. Et c'est une sorte de partie de jeu d'échecs ou de boxe, ça dépend. Et il faut pas s'énerver, faut écouter ceux qui pensent différemment. Ça s'apprend. C'est très dur au début. Quand on est jeune, on a envie tout de suite d'être en colère mais en fait, ça marche pas. Il faut tout doucement, par des arguments, amener l'autre, non pas à penser comme vous y arriverez pas le temps d'une émission, mais amener le public à penser pas comme vous, le but c'est pas ça, mais en tout cas remettre en question ses propres idées reçues, ses propres préjugés. Voilà, c'est pas tellement influencer les gens, c'est pas un art de la manipulation, c'est on donne des arguments qu'ils peuvent vérifier, puis à eux de se construire leur propre pensée. Voilà, la philosophie, c'est l'art de penser par soi-même. Et parfois, il faut être aidé par des gens qui remettent des points d'interrogation quand nous, on est pris par les certitudes. Donc voilà, j'ai continué musique d'un côté, je compose pour la danse contemporaine notamment. Donc c'est une musique plutôt moderne, contemporaine, qui peut aller du jazz en passant par l'orchestre et les sons électroniques. Et puis j'ai mis au point un jeu, parce que pour penser, pour douter, pour refaire le monde, ce qui est vraiment fondamental dans l'être humain, c'est de refaire le monde entre amis. Tout d'un coup, à la fin d'un repas, on commence à parler de la vie, on commence à parler de ce qu'on a vu dans les médias, on commence à discuter de l'amour, du bonheur, du sens de l'existence. Et ça, c'est pour moi, une énergie philosophique. Et tout le monde là, à la fin des repas, quand on est bien entre amis.
Donc cette énergie, on n'en fait rien. En général, on discute, on passe un bon moment, puis après, au revoir, à la prochaine fois. Et le jeu, ce qui s'appelle le jeu du phénix, permet de faire quelque chose de cette énergie philosophante, cette énergie qui a envie de refaire le monde, de s'interroger ensemble, en collectivité. Et donc tout d'un coup, on peut sortir, c'est un jeu de cartes, il y a 26 cartes, on peut sortir le jeu de cartes et puis on peut toujours refaire le monde, mais à partir d'un tirage aléatoire, c'est le hasard. Il n'y a pas de mysticisme, c'est pas magique, c'est vraiment le hasard, c'est un jeu de cartes au hasard, mais qui nous parle. Le système fait que ça parle beaucoup. C'est comme si vous jouez au dé des réponses et puis il y a des réponses au hasard qui apparaissent, mais ça nous parle beaucoup. C'est un jeu qui est fait pour parler à l'être humain. Donc il y a tous les scénarios possibles et il y a un scénario au hasard qui s'offre à nous. On est tous autour de la table et on dit tiens, et si c'était ça? Essayons de voir où ça nous mène. Et on réfléchit autrement. Ça emmène la pensée dans des endroits où on n'aurait pas été si on avait juste simplement discuté entre amis. Ça nous emmène dans des zones inexplorées de la pensée, ça nous fait revoir les choses sous d'autres angles, et donc on prend, je sais pas, une histoire d'amour, un problème professionnel, un problème de carrière, un problème relationnel, on le prend et on l'analyse sous tous les angles. Parce que souvent, quand on pense à nos problèmes, on a juste un seul angle. On regarde le problème comme ça, et on pleure, ou alors on dit « je dois me battre ». Là, on regarde tout. Tiens, si je pleure, ça fait ça. Si je dois me battre, ça fait ça. Si je change ça, ça peut m'amener autre part. Et donc, c'est une façon de faire, de façon très ludique, en s'amusant, le tour complet d'une question. Et en plus, vous êtes avec des amis qui connaissent un peu votre vie. Alors là, ça devient très très riche. Et donc, c'est un jeu qui permet à tout le monde, des étudiants de philosophie comme ceux qui n'ont pas fait d'études, des vieux comme des jeunes, des femmes comme des hommes, voilà, à tout le monde, pour peu qu'on ait envie de se poser des questions. Ça c'est la base, c'est qu'il faut accepter le point d'interrogation. Tiens, et pourquoi pas? Et si c'était ça, qu'est-ce qui se passerait? L'envie par l'imagination de faire d'autres scénarios possibles, ça permet à tout le monde de philosopher. C'est le premier jeu philosophique au monde, il n'y a aucun jeu avant lui qui est un jeu philosophique, c'est-à-dire le but est de se poser des questions et d'approfondir sa pensée. Et sinon, ce jeu de cartes, on pourrait quand même trouver des réponses, non? Oui, en fait, c'est pas le jeu de cartes qui donne des réponses, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la façon de jouer qui nous amène, nous, à réfléchir autrement, et donc on trouve nous-mêmes ou avec nos amis des réponses auxquelles on n'avait pas pensé avant de jouer au jeu de cartes. Le jeu de cartes est un déclencheur. Et il vous amène dans des scénarios que vous n'avez même pas osé imaginer. Et donc, on est toujours étonné, c'est comme dans un rêve. Un rêve, vous ne contrôlez pas vos rêves. Le rêve, il arrive et on rêve toutes les nuits. Donc, c'est une grande activité humaine. Ce n'est pas une petite activité marginale. On rêve presque autant qu'on travaille dans l'existence. Et bien, le rêve est une sorte de machine à faire des scénarios complètement fous, complètement loufoques. Mais parfois, un rêve, ça nous fait réfléchir. On se lève le matin, on dit « Tiens, je n'avais pas pensé à ça, le rêve m'a fait penser à quelque chose d'autre. » Et bien, le jeu, c'est une sorte de rêve, de machine à rêver, les yeux ouverts. Donc, on peut être conscient. On peut contrôler le raisonnement, on peut contrôler la pensée, mais c'est une machine à proposer des rêves comme ça. Il y a un rêve qui est là, mais c'est un rêve collectif. Si on joue à deux, par exemple, j'ai fait ça hier à Tunis. J'ai fait une partie à Tunis, ma première partie là depuis que je suis arrivé. Et la question c'était une sorte de où j'en suis en ce moment. Comment garder l'espoir? C'est une femme qui m'a demandé ça. Donc on a fait un tirage. Je lui ai bien dit, le jeu ne va pas te donner une réponse, c'est toi qui vas trouver les réponses. Mais le jeu va te montrer, et si c'était ça? Une sorte de scénario, comme on est enfant, on joue à ça parfois. On dit, allez, imagine, je suis, je sais pas, et si on peut prendre la peau de personnages imaginaires et ben ça permet de retrouver ça de l'enfance, mais dans une vie d'adulte, avec des problèmes d'adulte. Donc c'est une sorte de jeu d'enfant, avec des problèmes d'adulte et avec des enjeux de vie d'adulte. Et donc je lui ai proposé, donc je lui ai raconté ce que les cartes aléatoirement montraient. Donc tu vois, attention, t'es trop perfectionniste, t'as un besoin de perfection, nous dit le jeu, tu peux dire non, c'est pas vrai, t'as le droit de dire c'est pas vrai. Mais le jeu te propose, et si c'était ça? Et là, il se trouve que c'était ça. À chaque fois, évidemment, comme on a tous un peu le jeu de cartes en nous, et que le jeu de cartes parle de l'humain, parle de l'être humain, à chaque fois, ça touche des choses vraies en général. C'est ça qui est intéressant. Et donc, à force de réfléchir, du coup, on discute. Du coup, elle réagit par rapport aux cartes parce que les cartes sont colorées, elles sont très fortes. C'est comme un rêve. Donc, ça étonne, ça fait un peu peur, ça dérange. C'est des cartes, le dessin.
Alors il y a tout, hein, il y a la mixité, c'est pas du tout un jeu de blanc pour les blancs, il y a toutes les couleurs de l'être humain, il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, enfin c'est le monde entier dans les cartes, le monde entier. Et c'est pas une culture donnée, on n'est pas dans la culture occidentale ou la culture orientale, il y a toutes les cultures humaines qui se mélangent, on n'est pas dans... tout le monde, un Chinois peut jouer au jeu de cartes et se reconnaître dans les cartes. Je pense qu'un Tunisien aussi peut se reconnaître dans les cartes, ça touche vraiment l'humain, quoi. Et donc, du coup, l'autre, la personne, la femme avec qui je faisais le tirage, s'est mise à parler alors qu'au début de la soirée, elle ne parlait pas spécialement, elle était un peu timide. Et là, le jeu de cartes parlait de sa vie, donc du coup, elle y va. C'est elle la plus grande spécialiste de sa propre vie, c'est elle. Même si elle ne connaît pas toute sa vie, au moins elle peut en parler. Et on va pas dire « Ah non, tu as tort, enfin, je la connaissais pas ». Et donc elle commence à parler. Et on parle, on discute. Et parfois elle veut pas aller dans des zones parce que elle est pudique et elle a tout à fait le droit. Et le jeu n'oblige pas à aller dans des zones où on n'a pas envie d'étaler sa vie devant tout le monde. On dose ce qu'on veut montrer ou ce qu'on veut pas montrer. C'est très respectueux de la timidité des gens. On peut très bien rester timide et juste regarder le tirage et faire Et donc voilà, et les questions, ça la fait réfléchir et je suis sûr qu'elle en a rêvé et qu'aujourd'hui elle a encore avec les cartes. Les cartes, ça permet de concrétiser les problèmes. Quand on a des problèmes, ça flotte dans notre esprit, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est des idées, ça se transforme. C'est le bordel, c'est le souk intérieur, le souk mental. Et ben, le jeu de cartes permet de mettre en ordre. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une carte posée là, ça veut dire ça, et du coup, tout ton bazar que tu as dans la tête, tu peux le mettre dans la carte. Tu dis, ok, je comprends ce que c'est cette carte, tu racontes ce que c'est pour toi cette carte, et du coup, après dans la discussion, elle me parlait, puis tout d'un coup, elle montrait avec son doigt le problème, qui était un problème immatériel, un problème psychique, psychologique, ou un problème affectif. Et ben là, elle me prenait son doigt et elle disait, voilà le problème, voilà la solution. Et donc, ça dessine une cartographie, une sorte de plan de l'âme humaine. Et de notre âme en ce moment. Et ça, c'est très très riche pour pouvoir, de façon ludique, décomplexée, travailler sur soi-même un tout petit peu. Et en ce sens, c'est un jeu un peu spirituel aussi. Ça permet de travailler sur soi pour essayer d'améliorer un peu notre fonctionnement qui peut parfois être un fonctionnement bizarre. On a tous des fonctionnements parfois bizarres. On va dans des endroits où on sait que ça nous fera du mal, mais on y va quand même. Et nos amis ont beau dire, mais n'y va pas, qu'est-ce que tu fais dans cette situation, il faut que tu changes. Une force nous pousse à y aller. Donc plutôt que de dire c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est écrit, qui est une philosophie un peu triste parce que du coup on n'est plus tellement acteur de sa vie, on dit ok c'est peut-être comme ça, mais voilà, au moins je comprends quelles sont les forces qui me poussent à y aller. Et c'est à nous de les donner ces forces, c'est pas les cartes qui les donnent. C'est un jeu qui permet une méditation sur soi-même. La méditation est à la mode en ce moment dans le monde entier. Tout le monde se met en Inde, va en Inde méditer dans les ashrams ou dans les monastères ou dans les, je sais pas. C'est un jeu qui permet une petite méditation personnelle dans notre époque un peu stressée, urbaine, où les gens sont tout le temps débordés, ils sont dans la vie active, ils ont plein de choses à faire, ou au contraire ils n'ont rien à faire mais ils pensent pas à penser à eux-mêmes, ils sont un peu désœuvrés et ils souffrent de ce désœuvrement. C'est un jeu, on mélange le jeu. Ce qu'il faut, c'est avoir un sujet, un thème. À chaque tirage, il y a un thème, une question. Et regarder ce que le jeu nous propose au hasard comme suggestion de réponse. C'est un tarot, effectivement, un tarot philosophique. Le tarot, il y a quand même cette idée un peu mystique que les cartes sont comme un oracle et que va nous être dévoilée une vérité. Quelque chose où on va dire, oh là là, dans le tarot, on se soumet à la puissance du tarot. Le tarot dit les cartes sont magiques. Là, pas du tout. C'est une démystification de tout le côté superstitieux qu'on peut avoir par rapport aux cartes. Là, d'entrée de jeu, ce jeu de cartes a été conçu pour qu'on n'ait pas besoin de croire en une puissance aux cartes. Non, c'est un jeu aléatoire et je suis l'ambassadeur de ce jeu, je suis philosophe, et je suis pas mystique, je suis pas superstitieux. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas dans l'univers. Je pense qu'il y a du mystère, heureusement, il y a du mystère. Mais c'est un jeu qui ne s'appuie pas dessus en disant le jeu va te révéler plus. Hein, non, il n'y a pas de vérité qui tombe d'en haut. C'est un jeu aléatoire, mais toi, tu as beaucoup de choses en toi et tu as besoin de faire le tri. Tu as besoin de faire le point. C'est le bordel en nous-mêmes. C'est le souk. Et donc, le jeu va nous permettre d'objectiver, de rendre concret, matériel, des choses immatérielles qui flottent en nous et on n'arrive pas à ranger. C'est bien de ranger sa chambre. On range sa chambre, on ouvre les tiroirs, on sait où sont les choses, c'est agréable, même si on est un peu bordélique. Moi, je suis très bordélique. Mais quand j'arrive et que tout est rangé parce que des amis m'ont aidé à ranger un peu chez moi,
bah, tout est en ordre, ça donne une quiétude, une sérénité. Et bien là, c'est une façon de ranger un peu les choses, non pas pour les immobiliser, genre c'est comme ça doit pas bouger, mais pour y voir clair. Et c'est un jeu qui permet des mises au point, mais c'est vous qui faites votre mise au point, c'est pas le jeu de cartes. Alors que dans tous les jeux divinatoires, Tarot de Marseille, la mise au point c'est une force, le fluide des cartes, donc on balaye d'un revers de main tout ce qui est superstition. Maintenant c'est vrai que j'ai constaté qu'il y a des gens qui viennent avec leur superstition au jeu. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent vraiment que les cartes sont... Et moi je n'ai de cesse que de leur répéter, tu n'as pas besoin de croire aux cartes, crois en toi-même. Et le jeu de cartes va t'apprendre un peu à croire en toi-même. Crois en toi-même comme étant le meilleur médecin pour toi-même. Le meilleur spécialiste de toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Simplement, il faut que tu y vois clair. Et le jeu, à force de tirage, permet des micro-méditations. C'est comme des monologues, des dialogues intérieurs. On a perdu... Écoutez, franchement, si on réfléchit franchement dans nos vies modernes, quels sont les moments où on réfléchit à soi-même dans un vrai dialogue philosophique avec soi-même? Aux toilettes, on se retrouve tout seul, voilà. Alors il y en a qui ont des livres pour essayer d'éviter de penser à eux-mêmes, mais franchement aux toilettes, désolé, mais c'est ça l'être humain. Dans la douche, dans la salle de bain, parce que dans la salle de bain on ferme la porte, on est dans l'intimité. Et donc dans la douche, on peut réfléchir aux problèmes de la journée, aux problèmes de la veille, et peut-être le soir avant de s'endormir, si on est tranquille, si on n'a pas quelqu'un à côté de nous qui nous balance tous ces problèmes, eh ben on peut penser un peu à soi, mais du coup on est agité, on dort mal. C'est très peu de réflexion sur soi-même. C'est quoi? Même pas 1 heure de réflexion sur 24 heures de journée. La plupart du temps, on est pris dans l'action, les coups de fil, etc. Là, ce jeu permet des micro-mises au point. Vous faites un tirage, ça peut durer 10 minutes, mais ça permet de faire un focus sur soi. J'aime bien l'idée de l'image, un focus, un point, une mise au point, une sorte de clarification. Tiens, je dis Rachid comme ça, tiens, Rachid m'a parlé d'un projet, comment je peux réfléchir à ce projet? Je fais un tirage, non pas pour me dire si le projet est bon ou pas, le tirage ne dit pas ça, mais le tirage me permet, moi, de réfléchir à tous les éléments que Rachid m'a donnés. Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit trop de choses. Le tirage me fait me souvenir et me fait trier les choses qu'il a dit. Donc c'est une vraie technologie. C'est pas du tout un tarot mystique, c'est un tarot technologique. Alors il y a les smartphones, mais là c'est une sorte de technologie qui permet de classer, de trier et d'y voir plus clair. Et l'idée c'est que aussi ça permet de créer. C'est un jeu qui ouvre à la création, parce que parfois il y a toujours dans chaque tirage une carte étonnante. Une carte qui n'entre pas dans l'explication normale des choses. C'est normal, c'est le hasard. Quand une carte résiste à l'interprétation spontanée, quand une carte nous étonne, quand on dit, plutôt que de dire elle est fausse cette carte, dans les arts divinatoires, on dirait mais non, cette carte est fausse, ou alors on dirait oh là là, mon Dieu, je n'avais pas prévu ça, ça va se passer comme ça. Non, là pas du tout. Une carte résiste, c'est un jeu, on est cool avec le jeu, et on essaie de faire le tour de la carte et de voir où nous entraînerait cette carte. Et là, on devient créateur. On crée nous-mêmes le sens de notre vie. C'est un jeu qui... le hasard peut s'expliquer logiquement. Et le grand plaisir du jeu, c'est parce qu'on connaît un peu les cartes, c'est d'essayer de trouver la logique du tirage, et donc la logique de sa vie orientée dans le tirage, pour voir autrement. C'est une sorte de miroir, mais de miroir en puzzle, vous voyez, les yeux sont là, la bouche est là, et le tirage, à nous de refaire le puzzle, et du coup on crée du sens, on donne du sens à son existence. Et dans une époque où le sens de la vie, on le cherche, soit il y en a qui vont le chercher dans la religion, soit il y en a qui vont le chercher dans la science, ou dans le travail. Non, là le jeu nous dit, le sens de la vie, le vrai sens de la vie, c'est en toi-même, c'est comprendre pourquoi tu es là et comprendre que tu es libre dans tes choix aussi. Tu as une part de responsabilité. Parce que si tu n'es pas libre, tu n'as pas de responsabilité. Et donc, la plupart du temps, on veut fuir nos responsabilités et donc on fuit notre liberté. Et bien le jeu te dit non, tu es libre. Tu pourrais très bien agir comme cette carte te montre ou comme cette carte te montre. Donc tu vas être responsable. Mais c'est un plaisir d'être responsable dans la vie. C'est ça être adulte. Tu vas pas être un éternel enfant qui fuit ses responsabilités. À un moment, tu as des responsabilités, tu as des gens que tu aimes, que tu dois respecter, que tu dois aider, tu dois leur accorder du temps. C'est très rare aujourd'hui de trouver le temps nécessaire, gratuit, non productif, gratuit pour les autres. Et c'est un jeu, faire un tirage à quelqu'un, quand on maîtrise un peu le jeu, c'est un vrai bonheur qu'on donne aux autres. Ça permet aux autres de clarifier leur vie, sans influencer. Quand on discute entre amis, on projette tout sur les autres. C'est ça le problème. C'est pour ça que les amis, c'est très chaleureux, c'est très sympathique, mais ça ne règle pas beaucoup les problèmes. Parce qu'on sait très bien que cet ami-là qui nous donne des conseils projette ses propres peurs, ses propres désirs sur nous-mêmes. « Ah, tu devrais faire ça. Ah, il faut que tu casses avec un tel. Ah, il faut que tu ailles... » Mais oui, mais c'est ses propres délires à lui, c'est sa propre vision du monde. Donc on fait le tri, mais on ne prend pas tout.
Le jeu, lui, nous permet de nous parler à nous-mêmes comme si notre voix était étrangère. Comme si c'était une voix étrangère, parce que le jeu, c'est objectif, c'est le hasard. C'est pas un ami qui a projeté, c'est le hasard. Le jeu n'a aucun intérêt de vous amener là ou de vous amener là. C'est le hasard des cartes. Vous jouez au dé, c'est le tirage de dés. Le hasard fait bien les choses. On le voit bien avec le jeu. En général, c'est pas mal. Mais voilà, donc c'est une façon de s'interroger, de se regarder dans un miroir, mais pas le miroir où on est habitué le matin, tous les matins, un miroir qui nous montre d'autres aspects de nous-mêmes, d'autres possibilités. Et c'est vraiment profondément comme ça que je définis la philosophie. La philosophie, c'est l'art, c'est un art, d'inventer de nouvelles possibilités d'existence, de nouvelles libertés. On croit qu'on est bloqué, on croit qu'on n'a pas le choix. La philosophie, cette pratique du point d'interrogation, du questionnement, de l'intelligence, de prendre un peu des arguments différents, lire, se cultiver, c'est l'art d'inventer de nouvelles vies possibles, de nouvelles possibilités. Et donc c'est un art qui nous enseigne au courage. C'est une école au courage de vivre, c'est un enseignement au courage de vivre, ce jeu. Le jeu, donc, dimanche, il y aura quelques boîtes qui seront là. Ça se passe, c'est un coffret. Donc, il y a un manuel de jeu, il y a un plateau pour jouer et les 26 cartes qui sont vraiment magnifiques. Et donc, ça se passe en France, c'est dans toutes les librairies, dans tous les points de vente, sur Amazon, etc. En Tunisie, ça va venir et on lance le début du jeu. Il y aura quelques boîtes, mais surtout, je ferai une conférence dimanche. Voilà, dimanche, il y aura les informations à côté de cette vidéo. Donc dimanche, c'est un premier lancement du jeu en Tunisie. Donc je pense que ça peut extrêmement plaire aux Tunisiens. Pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que c'est un art de la tchatch. C'est un art de la parole. C'est pas tout d'avoir les cartes. Mais après, il faut les interpréter. Et je vois le plaisir qu'ont les Tunisiens à manier le langage. Ça vient de la culture arabe aussi, avec l'amour des mots, l'amour des différents sens, de trouver le mot juste. Il y a un art, et qu'on soit cultivé ou pas, je remarque ça. Le plaisir de parler. En Tunisie, je pense qu'il y a une chaleur humaine qui fait qu'on discute, on parle de ces problèmes. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pourquoi ça peut vraiment être très très fort en Tunisie, c'est un jeu qui brasse les émotions. Et s'il y a bien une qualité qu'ont les Tunisiens, qui peut être un défaut aussi, c'est qu'ils n'ont pas renoncé à leurs émotions. Et nous, on a renoncé. Les Parisiens, en tout cas, je peux vous dire que les émotions, il y a une grosse couche comme ça de carapace. Et il faut vraiment connaître longtemps un Parisien pour pouvoir accéder à ses émotions. Nous, on se blinde émotionnellement parce qu'on est dans une ville où on ne prend pas le temps de parler. C'est brutal, hein, Paris. C'est très excitant, il y a beaucoup de culture, mais c'est une ville relationnellement assez brutale parfois. Et en Tunisie, on a l'inverse. On a l'émotion à fleur de peau. Alors parfois, c'est compliqué parce que quand il faut revenir à la rationalité, à l'argument, parfois le cœur emporte la discussion. Mais c'est un jeu quand même qui fait le tri dans ses émotions, qui permet d'y voir clair. Et donc ça peut être très très bénéfique pour faire des mises au point émotionnelles. Et je pense que ça peut, pour les Parisiens, apporter un surplus d'émotions et pour les Tunisiens, un surplus de rationalité et de clarté.